Bienvenue dans À travers l'œuvre, chère auditorice. Je m'appelle Alix Largelière-Bobbio et je te mets au défi de découvrir l'art contemporain et moderne au travers de tes propres références. Chaque épisode, je serai en compagnie d'un ou d'une invitée pour parler d'une œuvre d'art. Nous prendrons le temps ensemble de décrire cette dernière et mon invité en tirera ses conclusions. Enfin, je révélerai le contexte artistique et historique de l'œuvre et de son artiste. Attention, dans cet épisode, nous allons aborder plusieurs sujets sensibles, notamment autour de la thématique de la drogue. Si tu es sensible à ces sujets, tu peux arrêter l'écoute à tout moment et prendre soin de toi. Aujourd'hui, je reçois Julie. Julie, je vais te laisser te présenter, nous dire qui es-tu, si tu as envie d'en dire un peu plus sur ton emploi et sur tes loisirs. Et merci beaucoup Alix pour cette invitation. Ça me fait vraiment très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Julie, je travaille comme agente aux communications dans un organisme communautaire qui aide les jeunes à se trouver un emploi. C'est pas du tout mes études de formation puisque moi initialement j'ai étudié en langues étrangères, en études anglophones et notamment en littérature et en art. C'est pour ça que personnellement j'étais intéressée à rejoindre des épisodes de podcast. Ok, donc justement, deuxième question qui va être en rapport à l'art et ton rapport à l'art. Plus précisément, quel est ton rapport à l'art moderne et l'art contemporain ? Est-ce que du coup, on t'en a un peu parlé, tu as fait des études. Est-ce que tu pratiques toi-même ? Est-ce que tu vas avoir des expositions ? Alors, mon rapport à l'art, c'est vrai qu'il est plutôt tourné vers la littérature, puisque c'était le corps vraiment de mes études, principalement la littérature anglophone, mais c'est là où j'ai commencé à mettre le pied au niveau de tout ce qui est tableau et œuvres d'art de manière générale. Moi, j'étais plutôt spécialisée au niveau de l'art et de la peinture botanique de manière générale. Moins du coup l'époque moderne et contemporaine, même si j'aime beaucoup. Je dirais pas que je vais à chaque week-end dans des musées ou faire des expositions, mais comme je voyage beaucoup, à chaque fois que je vais dans différents pays ou différentes villes, je passe toujours par un musée pour voir un petit peu l'histoire générale, mais aussi l'histoire de l'art du pays ou de la ville en question. D'accord, c'est super intéressant. Je vois à chaque fois, il y a dans toutes les invités que j'ai eus, c'était principalement toutes et pas tous, chacune a son rapport à l'art. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont passionnés par un domaine. Bon, là, ça, c'était plutôt la littérature, mais en tout cas, il y a toujours une curiosité à l'art ou à l'artisanat pour mes premiers invités et premières invitées. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ton rapport à l'art ? J'aimerais juste ajouter effectivement que pour moi personnellement, je pratique pas un art parce que tu parlais d'artisanat ou de choses comme ça. Je dessine quand même moi-même, mais j'ai pris aucun cours de dessin et j'y vais vraiment avec l'inspiration du moment. Je dessine quand même de plus en plus, mais je fais pas des tableaux qui seraient dignes d'aller dans des expositions. En tout cas, pas pour le moment. Merci pour cette précision. Est-ce que tu es partie pour le tirage au sort ? Alors du coup, on est à distance, donc c'est moi qui vais plonger ma main dans le béret magique aujourd'hui. Et tu vas me dire stop, dès que tu veux. Alors, on est parti. Je vais dire stop. On tombe sur le numéro 1. Oh, ok. Super. Ça, trop bien. Et nous voici face à cette œuvre. Oh là là! Qui s'appelle Profit numéro 1, qui a été réalisée par Jean-Michel Basquiat en 1982. Et c'est une acrylique et spray sur toile. C'est très grand, ça fait 2 mètres par 4 mètres. Ah oui, c'est immense. Et c'est pas dans un musée, c'est une collection privée. Alors, que voit-on sur cette... Là, on l'a en tout petit, mais on imagine une immense toile face à nous. Que voit-on sur cette toile ?
On voit beaucoup de choses. Je vais essayer de faire de mon mieux pour décrire, mais c'est assez intense, j'ai envie de dire, parce que moi personnellement, ça m'effraie un petit peu, hein. On a vraiment pour moi l'élément principal, c'est ce personnage qui est pas vraiment identifiable, quoique. Donc cet immense personnage qui fait, je dirais, la moitié de l'œuvre sur la droite, et qui lève les bras. J'ai l'impression qu'il a envie de m'effrayer, ce personnage. En plus, il a vraiment la bouche fermée. Alors, au niveau des dessins, je vais dire que c'est enfantin et c'est pas du tout péjoratif, mais c'est juste que là, on n'est pas dans une œuvre réaliste pour moi. Donc, il y a pas du détail au niveau des cheveux, au niveau des yeux ou de la texture de peau, pas du tout. Donc, ce personnage, voilà, il lève les deux mains, les deux bras en l'air, comme si vraiment, tu sais, il allait te courir après, genre, ah, comme ça. Il est en rouge. Et puis, il a une auréole autour de la tête. Une auréole, ou bien, moi, tout de suite, ça m'a fait penser au Christ, en fait. Ouais. On dirait vraiment que c'est comme une couronne d'épines ou de clous, là, carrément. Puis avec le rouge, ça fait un peu ensanglanté. Et en plus, il ressort vraiment parce que le fond de la toile est noir, est vraiment noir. Et par-dessus, tu vois que l'artiste, il a rajouté plein de choses. Donc à droite, t'as ce personnage, puis sur la gauche, si on regarde un petit peu dans le détail, t'as des symboles, des chiffres qui reviennent. J'arrive à voir pas une horloge, mais un cadran avec des chiffres romains, je pense. Puis ça part un peu dans tous les sens. Donc je sais pas si l'artiste était hyper énervé ou triste ou s'il avait eu quelque chose à ce moment-là de sa vie, mais c'est assez apocalyptique, hein. On pourrait croire que c'est le personnage qui a écrit tout ça comme sur un mur là, et puis qu'après il est parti en coup de folie en courant et en levant les bras. Puis ouais, au niveau des couleurs, ça revient quand même assez vraiment dans le même ton de couleur. Donc principalement c'est le fond noir et par-dessus t'as ce personnage qui est en rouge avec quelques petits tons blancs, noirs. Je pense qu'on a voulu le faire ressortir parce que il y a comme un espèce d'aura qui se dégage autour de lui, là, en bleu et jaune. Puis sur la gauche, ça me fait penser à des graffitis, tu vois, qu'on a fait sur un mur, les chiffres qui sont en blanc, à des gros coups de pinceau bleu qui viennent comme ça, comme si on voulait faire une rature, tu vois. Genre, l'artiste, il a fait un truc, oh non, ça me plaît pas, hop, je passe un gros coup de peinture, là. Ouais, c'est ça qui me vient pour le moment. Oui, et je reviens sur ce que tu as dit au départ, les traits enfantins. En fait, c'est vrai que c'est assez grossier comme trait, c'est pas très fin. C'est une très grande toile et je le rappelle, il y a non seulement de l'acrylique, mais il y a aussi du spray. Il y a de la bombe en fait. Ouais. Donc, quand tu as parlé de sur les murs, comme si c'était sur les murs, bah voilà, comme c'est un très très grand format et qu'il y a l'utilisation du spray, ça peut nous faire penser à ça, effectivement. Et même dans l'utilisation de comment c'est apposé la couleur, en fait, il n'y a pas de détails. On voit comme des coups de pinceau. Tu as parlé de l'aura du personnage. Donc lui, il est effectivement habillé en rouge. Et il y a comme des coups de pinceau d'autres couleurs qui viennent sur lui aussi et autour de lui. Ouais, effectivement, c'est vraiment des couches apposées les unes sur les autres, de couleurs ou peut-être de pensées ou d'émotions que le peintre a voulu faire passer. Ouais, on voit que c'est vraiment une fresque qui pourrait honnêtement être sur les murs dehors. J'habite du coup à Montréal et il y a énormément d'art comme ça contemporain sur les murs et ça m'étonnerait pas de la voir sur les bâtiments ici. Oui, derrière, il y a plein de symboles. C'était intéressant ce que tu as dit sur... on dirait que c'est le personnage qui a écrit ce qu'on voit derrière, ou dessiné ce qu'on voit derrière, et après il s'en va en courant, hein. Alors, du coup, pourquoi il a écrit ça, à ton avis? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je trouve que ça fait très science-fiction. Donc, moi, j'aime bien regarder des séries dans ce style-là. C'est comme si, je sais pas, il recevait
un message de plus haut, là, en plus avec son auréole jaune, puis que du coup, il était spontanément, il devait écrire ces espèces de chiffres, symboles, qui c'est même pas des mots qu'on pourrait lire nous, en fait, hein, sauf si c'était des mots et que l'artiste a repeint dessus. Ouais, c'est ça, on dirait vraiment qu'il veut faire passer un message hyper important aux autres, parce que vu la taille que ça fait, là, c'est clairement pas un journal intime juste pour lui, là, c'est pour le grand, grand public. Donc, il essaye de s'exprimer, mais il y arrive pas, et comme il n'y arrive pas, il est démuni, il s'en va, quoi. Il abandonne le navire. Et t'as dit qu'il te faisait un peu peur. Et tu peux revenir sur ça? Pourquoi? Quels éléments te font ressentir de la peur? Ouais, effectivement, quand t'as ouvert le partage d'écran, ma première réaction, c'est de me dire, oh là là, au secours, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que en vrai, c'est un personnage, mais il est pas non plus évident de l'identifier, honnêtement. Enfin moi, c'est vraiment ça qui m'a sauté aux yeux d'emblée, alors que c'est immense, c'est qu'il prend une place énorme en fait, ce personnage. Il est rouge, donc forcément que l'œil il est tout de suite attiré dessus. Et puis, il a pas l'air très sympathique, quoi. Déjà, il a pas de pupille. Il a que la forme des yeux. Donc, tu sais pas s'il te regarde ou pas. Sa bouche, t'as les dents serrées. Bon, clairement, c'est pas un sourire pour moi. Il a l'air d'être soit hyper frustré, soit hyper en colère. Puis le fait qu'il lève les bras comme ça, c'est soit lui, il a peur, il s'échappe, il essaye de s'enfuir, soit il veut nous faire peur, comme s'il allait nous courir après. Et ça ressort tellement bien sur le fond noir en plus. Enfin, puis ouais, c'est vraiment comme un espèce de flou artistique là, avec les coups de pinceau. T'as l'impression que le personnage lui-même est embrouillé, est dans le flou, quoi. Enfin, ouais. Puis ça, sa couronne, ça me fait vraiment penser à une couronne de clous. C'est le seul élément quasiment qui est vraiment dans la lumière. Parce qu'on voit aussi rapidement du jaune en bas à droite, mais c'est pas hyper signifiant pour moi. Donc, ouais, pourquoi il me fait peur? Je pense que c'est ça. Le fait qu'il prenne autant de place, et pour moi, c'est un géant. En plus, là, je le vois en petit, mais si j'étais en face dans la vraie vie, oh, j'aurais sûrement super peur, c'est sûr. Ça doit être impressionnant à voir. C'est ça, c'est vrai il prend une grande place sur la toile, qui est déjà une grande toile. C'est impressionnant de par la taille. Je reviens sur les éléments que tu as cités. Donc l'espèce de couronne de clous, je sais pas trop ce que c'est, vu que c'est pas très détaillé. Et c'est vrai que c'est l'endroit principal du tableau où il y a du jaune en fond. Donc on voit là cette couronne qui est noire et rouge qui se détache du fond jaune. Il y a un petit peu de bleu aussi avec le jaune, mais plutôt sur les contours. Et un élément qui est un peu spécial, particulier, c'est que le visage du personnage, là, tu as commencé à parler de sa bouche, ses yeux, et en fait, le contour de ses yeux, de sa bouche et de son visage, c'est un tracé blanc, et le fond de son visage est noir. Du coup, ça ressort, et ça fait un effet aussi presque comme des superpositions. Dans la manière d'apposer les couleurs, j'ai l'impression que ça fait comme s'il y avait différentes couches qui étaient les unes par-dessus les autres. Ouais, c'est vrai, t'as raison, j'avais pas remarqué. C'est comme si le visage de ce personnage sortait du fond noir. Et c'est pas un aplat de noir, c'est vraiment comme si c'était superposé. Alors on sait pas dans quel sens du coup. Est-ce que c'est le noir et ensuite il y a la couleur, ou est-ce que c'est la couleur qui a été recouverte par le noir? Ça, pareil, on peut. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas facile de savoir parce que je trouve que c'est trompeur en fait. Comme ça, d'instinct, j'aurais dit c'est d'abord la couleur claire, ensuite la couleur noire et après du clair. Mais selon les endroits où tu regardes, puis j'imagine aussi que dans la vraie vie, selon la manière que tu te positionnes par rapport au tableau, parce que ça joue forcément sur la perspective et ta perception des choses, et bah, tu sais, c'est trompeur, quoi. Je pense que l'artiste, il a voulu jouer sur ça, mais quand même, pour moi, c'est comme si le personnage là, il sortait d'un coup.
tu vois un peu de la toile, genre. Waouh. Ah oui, comme si il avait, imaginons qu'il y avait une surface noire et lui, pouf, il a fait un trou en fait. Exactement. Vraiment, puis cet effet d'être tourné vers l'extérieur, parce qu'il aurait très bien pu être dans l'autre sens, vers tous ces gribouillis. Mais non, là, il est tourné vers l'extérieur, donc de facto vers l'artiste, le public. Ça, c'est comme s'il veut nous surprendre, genre, oh, tu vois. Oui, puis si on va je tombe dans l'histoire qu'on crée ensemble là. Voilà, il a eu comme une illumination, je sais pas, il y a quelque chose, quelqu'un lui-même qui a voulu transmettre un message, plein d'annotations, et puis d'un coup, pouf, il sort carrément presque il sort de la toile, et pour soit nous informer, soit nous alerter, soit il a pris peur lui-même. Ouais, exactement. Moi, je trouve que ça se tient comme histoire. Et ouais, les annotations, je reviens sur les annotations. Euh, il y a un peu de tout mélangé. Alors, il y a des zones où on dirait que c'est comme gratté. Effectivement, si on part du principe que le fond est noir, on pourrait même penser à un mur noir et quelqu'un qui vient gratter ce mur. Et en fait, derrière le mur noir, il y a une surface de pierre couleur ocre, par exemple, comme si la peinture avait été grattée. Ouais, vraiment. Ça fait un effet comme ça de marque plus que de peinture. Et donc on a des traits, on a des lettres, on a une espèce de tableau, une espèce de cadran, des chiffres romains, des annotations avec des flèches, des pointillés. Ça fait, moi, ça me fait penser parfois à certains endroits à des formules mathématiques, mais pas vraiment. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça me fait penser à ce côté scientifique aussi, avec à côté de l'horloge, t'as comme une espèce de ligne, peut-être une ligne du temps, comme s'il nous préparait quelque chose d'hyper mathématique, scientifique. Là, le personnage, et je sais pas s'il a réussi, mais en tout cas, il a pas l'air content non plus. Mais puis même les mots, je sais pas, ça fait penser enfin les lettres, les bouts de lettres, ça me fait penser au tableau périodique des éléments. Ah oui. Mm. C'est vrai que comme il y a une espèce de tableau un petit peu effacé avec des lettres, c'est vrai que ça peut rappeler ça. Les petits pointillés avec la flèche, moi, ça me met encore mal à l'aise, hein, parce que, en fait, c'est le pointillé et la flèche, ils se situent au niveau des yeux du personnage et au niveau de ses bras qui sont levés vers le haut. Et ce que ça me fait penser avec la flèche qui va vers le bas, c'est comme si, tu sais, il voulait soit le personnage faire je sais pas, une prière ou en tout cas se pencher, soit nous inciter à le faire comme en position d'infériorité. Je vais peut-être un peu loin, hein, mais moi, ça me fait penser à ça. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que ce tableau, il est étrange et je comprends que ça puisse te mettre mal à l'aise avec tout le noir, le personnage, les traits qui sont... c'est vrai même dans la manière de réaliser les traits, on se dit, est-ce que l'artiste, il était en colère ou quoi? Parce que c'est vraiment des traits très vifs, quoi. Enfin, on imagine des gros coups de pinceau comme ça. Et toi, est-ce que ça te fait penser à d'autres choses que tu aurais vues dans une série ou lues ou une autre œuvre d'art? Mais moi, mon premier réflexe, à cause de la couronne, là, ça a été de me faire penser au Christ, même si je suis pas du tout dans la religion, mais je pense qu'on a tous vu assez de vitraux ou de peintures, quoi, qui font penser à ça. Maintenant, de manière plus contemporaine, ça me fait vraiment penser à un animé euh, qui s'appelle Titan. Je sais pas du tout si tu connais, mais c'est ça, c'est des personnages qui sont dans un monde un petit peu moyenâgeux et où il y a des titans, en fait, des monstres. Et ça m'a tout de suite fait penser à ça aussi, là. Euh, Même si clairement au niveau de l'époque, c'est bah cet animé là, ce manga, il est sorti assez récemment, donc ça colle pas avec l'époque de l'artiste. Euh,
Est-ce que ça me fait penser à autre chose? Ça me fait vraiment penser à cette idée de géant, quoi. Donc ça fait partie un peu des mythes et légendes, le ou comme, je sais pas, comme dans Goliath ou quelque chose comme ça, tu vois? Et du coup, dans la série, les Titans, je connais pas. Si tu peux en dire un peu plus, sans non plus spoiler toute la série, hein, mais qui sont les Titans? Est-ce que c'est plutôt des méchants, des gentils, des gens qui font peur, des personnages incompris? Alors effectivement, moi déjà j'ai pas vu l'entièreté de la série, donc je ne connais pas le fin mot de l'histoire, mais dans la première saison, les premiers épisodes, ils sont vraiment présentés comme des monstres, donc plutôt des méchants, puisqu'ils vont dévorer les humains, mais ils ont vraiment, ces titans ressemblent quand même à des humanoïdes, quoi. C'est vraiment des humains, mais en beaucoup plus grand, en géant. Et on ne connaît pas d'origine, on ne sait pas d'où ils viennent. Par contre, tu vois, chaque ville est fortifiée, puis t'as les gens en âge de se battre qui sont formés en fait à faire des squads un petit peu d'élite pour défendre les villes et villages alentours, la population, parce que il y a eu comme l'équivalent de cataclysmes provoqués par ces titans-là qui ont dévasté des villes entières. Et comme les villageois ne veulent pas reproduire en fait ces moments de chaos, bah ils ont mis en place des armées, en fait, des milices officielles pour se défendre. Donc clairement, c'est pas positif et c'est pour ça que je dis depuis le début que ce monsieur ou ce bonhomme, parce que je pense pas que on peut dire que c'est un monsieur, ce bonhomme, il me fait peur. Oui, c'est sûr, si c'est un titan, enfin si ça t'évoque le titan comme dans l'animé dont tu parlais, effectivement, c'est plutôt quelque chose d'assez horrifique. On n'a pas trop envie qu'il s'approche de nous et qu'il se passe des catastrophes, qu'il commence à manger des humains. Ah. Pas du tout. Du coup, es-tu partie pour le moment révélation, donc le contexte de l'œuvre, le contexte de l'artiste? Oui, je peux savoir. Ah, donc c'est parti. Je préviens, je ne sais pas pourquoi, mais comme la majorité des œuvres, il va y avoir des sujets sensibles, surtout dans la vie de l'artiste. Je préfère prévenir. Donc c'est parti. Je rappelle la toile, hein, profil numéro 1, 1982. C'est de l'acrylique et du spray sur toile. Ça mesure 2 mètres par 4 mètres et c'est une toile de Jean-Michel Basquiat. Alors, qui était Jean-Michel Basquiat? Eh bien, déjà lui, il est né en 1960 et il est mort en 1988. Et il est né d'un père haïtien et d'une mère new-yorkaise portoricaine. Il était donc peintre. Et il devient très tôt peintre d'avant-garde, populaire et pionnier de la mouvance underground. Alors, je reviendrai sur la mouvance underground un peu plus tard. Enfant, il apprend à lire et à écrire très précocement, à 4 ans, et il parle couramment 3 langues. À l'âge de 8 ans, il parle anglais, français et espagnol. Sa mère, qui est sensible à l'art, l'emmène régulièrement au MoMA, donc le musée d'art moderne de New York, et l'encourage à développer ses talents de dessinateur. En décembre 1976, il fugue dans Greenwich Village et il erre une semaine autour du Washington Square Park. Il dort, il mange là où il peut, et après, il est arrêté, il est ramené à son père. Il abandonne très vite l'école secondaire. Avant la fin de ses études, il quitte la maison paternelle, d'où il est finalement banni définitivement, et il part s'installer avec des amis. Donc il subvient à ses besoins en vendant des t-shirts, des cartes postales, de sa fabrication dans la rue, et en travaillant dans une boutique de vêtements. Ensuite, il va fonder un groupe de rock qui s'appelle Grey, et il apparaît aussi dans un clip de Blondie et vend son premier tableau à la chanteuse qui s'appelle Deborah Harry. Donc il a peu d'argent et il squatte chez des amis jusqu'en 1981 où là, il y a une galeriste, Anita Nosey, qui va le repérer et qui organise sa première exposition personnelle.
Alors lui, il est aussi confronté au racisme et il peint plusieurs tableaux sur la ségrégation. Il va devenir un proche du peintre Andy Warhol. Et à la mort du peintre Andy Warhol en 87, en fait, il prenait beaucoup de drogue et sa dépendance à la drogue, elle devient encore plus importante. C'est pour ça que j'ai dit qu'on allait parler de sujets un peu difficiles, notamment liés à la drogue. Et du coup, il est mort à 27 ans. Le club des 27. Ouais, le club des 27. L'entièreté de son œuvre, c'est plus de 800 tableaux et 1500 dessins. C'est énorme. Waouh. Concernant la mouvance underground, en fait, la culture underground ou culture alternative, c'est un mouvement culturel contre-culturel d'opposition à l'industrie culturelle, et qui se place à l'écart des médias de masse, voire en marge de la société. Ce mouvement, il rassemble des individus et des cultures en marge des habitudes culturelles dites mainstream. On y trouve souvent des critiques des normes sociales, des morales, des codes inhérents à l'organisation sociale, qui est parfois conspuée, ainsi que des techniques de communication et des réseaux de diffusion alternatifs aux moyens traditionnels. Par exemple, des fanzines plutôt que la grande presse, ou des ventes et des échanges lors d'événements plutôt que du commerce par la grande distribution, l'usage des réseaux darknet plutôt que de l'internet. Et on a parlé aussi de néo-expressionnisme pour définir le travail de Basquiat. Et donc le néo-expressionnisme, c'est un phénomène pictural qui a émergé vers la fin des années 1970 et qui est surtout caractéristique de la scène artistique occidentale des années 1980. C'est développé en Europe et en Amérique, plus précisément aux États-Unis, en réaction contre l'art conceptuel et minimaliste. Mais le style adopté est, entre guillemets, violemment émotif. En effet, les œuvres sont peintes en utilisant des couleurs vives, et les artistes s'inspirent largement du fauvisme dans leur choix de couleurs. Alors du coup, l'art conceptuel et minimaliste, c'est plutôt des choses très épurées. Minimalisme, par exemple, carré noir sur fond blanc, des choses comme ça. Et conceptuel, c'est toute une mouvance où c'est plus le processus qui va compter que le résultat final de l'œuvre. Et enfin, le fauvisme, c'est un courant plus ancien où les peintres avaient décidé de retranscrire non les couleurs de la réalité, mais plutôt les couleurs émotionnelles du paysage qui se dégageait devant leurs yeux. Alors ça pouvait donner des lacs avec de l'eau violette et des arbres orange, par exemple. C'était la couleur des émotions. Et donc maintenant, concernant l'œuvre en elle-même, c'est une œuvre qui a été créée en 1982 en Italie. Et cette peinture, elle représente un personnage qui est à la fois un autoportrait du peintre et à la fois comme un chaman vaudou. Le chaman vaudou, ça fait référence aux origines afro-américaines de Basquiat. Et on en parlait aussi beaucoup pendant la description. Les techniques utilisées, c'est un mixte entre la peinture, qui est quand même un peu plus conventionnelle, et le graphe, c'est le biais par lequel Basquiat a commencé ses créations artistiques. Donc de 1980 à fin 82, lui, il fait de la peinture sur toile. Il représente le plus souvent des personnages squelettiques, des visages qui ressemblent à des masques. Et ses œuvres, elles traduisent son obsession de la mortalité de l'homme, de l'humain. Et il peint aussi des éléments tirés de sa vie dans la rue, des voitures, des bâtiments, des policiers, des jeux d'enfants, des graffitis. Et donc cette peinture, elle a été exposée dans la collection privée de Lars Ulrich, qui est le batteur du groupe de métal Metallica. Voilà, petite anecdote. En 1982, donc Basquiat est quand même jeune, et c'est le plus jeune artiste à exposer à la Documenta de Cassel, qui est une grande convention d'art. Et il y rencontre donc Andy Warhol, qui est pour lui comme une sorte d'idole, de mentor. Ils deviennent bons amis et ont créé plus d'une centaine de toiles ensemble. Vraiment, c'est un grand coup de cœur amical entre eux et aussi un coup de cœur artistique. Pour Warhol, Basquiat était donc là c'est une citation, entre guillemets, un miroir reflétant ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il aurait rêvé d'être. Et leur rencontre, ça a été très marquant sur le plan artistique et personnel. Donc, quand Warhol est décédé, ça a été vraiment très très dur pour Basquiat.
Et en 85, donc avant le décès de Warhol, ils réalisent ensemble des toiles qu'ils vont exposer à Zurich, mais ils sont très critiqués. Et Warhol est accusé d'exploiter et de manipuler son ami. Et ça va marquer la fin de leur amitié sincère, parce que les critiques sont très mauvaises. Et du coup, Basquiat va commencer à douter de la sincérité de l'amitié de Warhol. Sachant que Basquiat est très jeune, Warhol est quand même plus confirmé en tant qu'artiste et plus âgé. Est-ce qu'il est vraiment ami avec moi? Est-ce qu'il aime vraiment mon travail artistique et qu'il croit en moi? Ou est-ce que c'est de l'amitié avec intérêt? Et donc, ce que j'ai pas dit, c'est que Jean-Michel Basquiat, il est mort d'une overdose. Donc quelqu'un de très très talentueux qui va créer beaucoup, qui a vécu des choses quand même, voilà, où il a vécu du squat, il s'est débrouillé un peu par lui-même et ça l'a inspiré aussi dans ses toiles de vivre dans la rue, de voir des éléments de New York, de la rue et de sa culture aussi, mélange entre un père haïtien et une mère new-yorkaise portoricaine. Enfin, il va y avoir des éléments qui vont l'inspirer dans ses toiles par rapport à cela. Et malheureusement, la dépendance à la drogue qui s'est ensuite accentuée avec la mort de son ami, malgré le fait que leur amitié était perturbée par des critiques. Eh bien, après, il va pas s'en remettre en fait de la mort d'Andy Warhol. Ah. Voilà, beaucoup de choses et pas des choses forcément très gaies, mais c'est aussi ça parfois ce qui se cache derrière les œuvres. Et je trouve intéressant aussi, par rapport à ce qu'on s'était dit, il y avait certaines choses qui ressortaient, des éléments de la rue, le personnage qui est un peu mystique et en même temps on ne savait pas trop. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ce que je viens de dire? Oui, déjà, quelle fin tragique pour un tel artiste, parce que c'est vraiment très, très, très impressionnant et les mots me manquent par rapport à toute l'œuvre mais qu'il a créée tout au long de sa vie. C'est vraiment, il était hyper prolifique de ce que j'ai compris. Quand tu m'as donné les éléments tu sais, il a été au MoMA, ses parents, ils sont de telles origines et tout ça, en fait, ça ressort tellement dans son œuvre, le côté vaudou, etc. Ouais, on le voit, effectivement. Et c'est là où je me dis, mais oui, bien sûr, j'aurais dû y penser plus tôt. Honnêtement, j'avais zéro info sur cet artiste, je le connais pas du tout. Mais juste en ayant ces mots-clés, ça se sent, toute cette énergie-là, elle se dégage très fortement, je trouve, de son œuvre, là, que j'ai sous les yeux. Je trouve ça triste aussi, la fin de son amitié avec Andy Warhol. Il a vraiment eu une fin tragique dans tous les sens du terme, quoi, à différents niveaux de sa vie. Donc, mais en tout cas, merci pour la découverte. Vraiment, super belle découverte. Je rebondis aussi sur les éléments par rapport au vaudou. Vaudou, c'est alors bon, j'y connais pas énormément, mais il me semble que le lien entre l'aspect un peu squelettique du personnage et qui nous fait peur, mais en même temps qui nous intrigue et on ne sait pas trop ce qu'il veut nous dire, et la fascination aussi pour l'aspect fini de l'être humain. D'ailleurs, on va arriver à la mort et Ouais. bon, ça me fait beaucoup penser à ça. Voilà. Oui, puis tu citais les masques aussi, ça fait vraiment partie de la tradition vaudou. Bon, après, si tu veux dire plus, si tu connais un peu plus sur le vaudou, n'hésite pas. Je connais pas grand-chose. J'ai entendu ici et là un petit peu des traditions, mais je suis vraiment pas assez une spécialiste pour me prononcer. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais par contre, je sais que effectivement les masques, même de manière générale, parce que tu parlais de ses origines haïtiennes et aussi bon new-yorkaises, mais du coup portoricaines. Enfin, euh, on sait très bien que c'est quand même au moment des colonies, du colonialisme, on sait ce qui s'est passé et on sait que dans la culture afro-américaine, en fait, enfin même africaine tout court, t'as beaucoup cette culture des masques
mortuaires ou tout au long de leur vie. Ça, c'est des choses aussi d'actualité et du coup qu'ils ont emporté avec eux quand il y a eu le colonialisme, tout simplement. Donc c'est ça qui va ressortir dans le côté vaudou. Oui, je pense que c'est quelque chose qui l'a marqué de ses origines. Et puis, parler du fait que donc Basquiat, lui, il était noir, hein. Donc il a subi aussi le racisme, et le racisme, pas en tant que personne étrangère, mais en tant que descendant. Ouais. Du coup, je pense que ça l'a marqué. Alors, je j'ai pas le vécu, mais je sais de ce que j'ai pu voir de ces cas-là, de personnes descendants de peuples colonisés. Eh bien, il y a quand même une histoire, un bagage qui est fort. Et il y a même certaines artistes qui s'inspirent de cette histoire-là, l'histoire de la colonisation, pour, comment dire, refaire valoir les cultures d'origine Ouais, tout à fait. des peuples colonisés, en fait. Donc ça peut ressurgir aussi par son attrait pour le vaudou et pour les masques, du coup. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter par rapport à la vie de l'artiste? Non, je trouve ça fascinant du coup que ça fasse partie de la collection privée du batteur de Metallica. C'est un truc de dingue. Comme quoi, il avait beaucoup de talent étant très jeune et puis ça se trouve il aurait encore plus brillé, mais on le saura jamais. Ça, c'est souvent. On parlait du club des 27. Il y a pas mal d'artistes, que ce soit chanteurs, artistes peintres, chanteuses, qui sont décédés à 27 ans, et on se dit souvent, mais qu'est-ce que ça aurait pu donner s'ils étaient encore en vie à l'heure actuelle. Je vais te poser quelques questions pour conclure. D'accord. Déjà, je voulais savoir comment tu as vécu cette expérience de médiation avec moi aujourd'hui dans ce podcast. Ben écoute, vraiment, j'ai très bien vécu. Ce fut un plaisir d'échanger ensemble. J'ai vraiment aimé me prêter à l'exercice. Et puis, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent entre nous. Finalement, je pense que c'est aussi à ça que ça sert d'aller faire des expositions, des musées et compagnie. C'est pas parce que on s'y connaît pas du tout en art que ça peut pas nous toucher d'une certaine manière. Donc moi, j'ai vraiment aimé cette expérience-là et j'ai hâte de découvrir les autres épisodes du coup. Bah, je suis vraiment très, très contente de l'entendre dire, parce que c'est la raison, le pourquoi du podcast, et de montrer que finalement, peu importe le niveau qu'on a, la connaissance qu'on a en art, soit contemporain, moderne ou autre courant, on peut quand même voir des choses et faire travailler son imagination, ou juste constater les émotions qu'on peut avoir aussi face à une œuvre. Et une dernière question pour le mot de la fin, on va dire. Si tu devais retenir un élément qui t'a marqué de l'œuvre et ou de l'artiste, serait lequel ? Alors, pour l'œuvre, clairement, c'est ce personnage-là. Là, je vais l'avoir dans la tête, je pense, pendant un moment. Ça va peut-être me faire des cauchemars. Et de l'artiste, je dirais son jeune âge. Vraiment, ça m'a frappée. Bah écoute, je te remercie pour cette discussion autour de l'œuvre de Basquiat. Avec grand plaisir. J'espère que les autres invités, les autres épisodes, si tu as envie d'écouter, t'inspireront et pourront inspirer les auditeurs et les auditrices. Oui, j'en suis sûre. Vraiment, merci beaucoup à toi encore une fois, Alix, pour l'invitation. J'ai aimé passer ce temps avec toi. J'espère que cet échange avec Julie t'aura plu. Tu trouveras dans la description plusieurs liens en rapport avec l'épisode, dont un vers l'œuvre Profit 1 de Jean-Michel Basquiat. N'hésite pas à partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu, et à me faire des retours via mes réseaux sociaux ou mon mail disponible en description. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. Pour une fois, le guide, ce sera toi.